The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower... Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir, et on est particulièrement content de l'avoir avec nous ce soir, monsieur Julien Paula. Bonsoir Julien Paula, pour ceux qui ne vous connaissent pas mais qui ont des oreilles, vous êtes une encyclopédie du rap d'abord et avant tout. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce de Grenoble, vous avez été le directeur de cabinet de M. Simonet à Moiran, vous avez été candidat aux élections législatives, vous avez manqué la marche de peu, de relativement peu, en pleine vague rose, il faut le souligner. Vous avez été en 2014 très largement élu maire de Voiron. En 2015, vous êtes élu conseiller départemental et vous devenez vice-président en charge du plan de relance et vous avez 32 ans. Julien Paula, je le disais en commençant, vous incarnez une nouvelle génération d'élus. À ce titre, j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle dit que le politique n'a pas réellement une influence sur l'économique. Il peut créer les conditions du business, il peut créer un environnement favorable, il peut créer une attractivité. On se souvient de l'aveu d'impuissance en 2002 de Lionel Jospin au journal de France 2. On se souvient, et elles sont quasi quotidiennes, des incantations de l'actuel gouvernement sur l'emploi. C'est probablement pas exactement ça votre manière de faire et votre manière de voir les choses. C'est de jouer votre rôle à votre place, d'être un partenaire et un support pour l'entreprise, de ne pas vous substituer à l'entreprise. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Il est normal qu'on juge les politiques sévèrement quand eux-mêmes s'érigent des objectifs qu'ils ne sont pas en capacité d'atteindre. Je pense qu'en ce qui concerne le président de la République, personne ne serait aussi sévère qu'on ne peut l'être s'il n'avait pas eu la fameuse tirade du « moi président jeu ». Mais c'est sûr qu'il faut que chacun soit à sa place. Ce n'est pas le rôle des politiques que de faire de l'économie à la place des chefs d'entreprise. Par contre, on a effectivement la capacité d'aménager un environnement qui soit plus ou moins favorable au développement de l'activité. On dit toujours que la France est pénalisée par l'excès des normes, par le contexte fiscal, par la question des charges. C'est bien les politiques qui ont la main sur tout ça. Donc c'est un minimum, si vous me permettez la formule, un mal nécessaire. Alors, on a parlé du commerce, on va en reparler, on a parlé de l'entreprise au sens large. J'interroge le maire de Voiron. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on va le voir tout à l'heure dans quelques images, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à Voiron? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette envie? Alors, il y a, c'est clair, une tradition. Il y a des entreprises formidables qui sont à Voiron, celles de Pierre Gattaz, Radial, Rossignol, Antésite, Kinjouet, les chocolats Bonnat, Gauzy, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez fait pour que la sauce prenne? D'abord, oui, il y a un contexte qui est quand même plus favorable qu'ailleurs, il faut bien l'admettre. Moi, je suis originaire du bassin minier du Pas-de-Calais. Je mesure la chance qu'on a de travailler au développement d'un secteur comme celui-ci par rapport à l'endroit d'où je viens. C'est quand même pas les mêmes charges à la base. Mais après, moi, j'ai un credo, c'est qu'il faut de la souplesse et de la réactivité. On a besoin d'être en capacité de formuler des solutions qui soient adaptées aux besoins. Il n'y a pas de clé en main universelle qui puisse être satisfaisante. Puis il faut réagir vite parce que quand un acteur économique a un besoin qu'il exprime, passé quelques mois, il est déjà évidemment trop tard pour y répondre. Donc il y a des cas précis après qui en témoignent. J'y reviendrai si vous souhaitez. Par exemple, très concrètement, quand vous vous trouvez face aux problèmes que connaissent les commerçants, par exemple à Grenoble, les commerçants à Voiron, quand ils viennent vous voir, comment ça se passe? Je vais vous donner quelques cas précis qui témoignent des efforts que l'on fait pour de la souplesse, de l'adaptation. On a un projet de création d'espaces tertiaires économiques sur le domaine de la Brunerie à Voiron, l'ex-CREPS, que tout le monde connaît mieux sous ce nom-là. On avait initialement un projet qui devait s'établir en 2 tranches pour 1500 m² d'espaces tertiaires. Parce qu'on sentait qu'il y avait du besoin et de la demande, on a décidé de lancer les 2 tranches dans un même temps. Donc on n'en fait plus qu'une au lieu de 2, histoire d'accélérer un peu la démarche. On a cédé récemment, vendu un terrain sur Centralpe pour une belle entreprise de logistique du territoire qui a des besoins d'extension. Elle nous explique que pour des raisons de réalisme, en ce qui concerne sa trésorerie, il serait utile qu'on puisse échelonner les paiements pour lui faciliter la tâche.
on donne droit à cette demande parce ça nous paraît utile pour elle. Et puis on a un autre projet dans le quartier diversité, qui est le quartier d'arrière-gare à Voiron qu'on développe, où initialement l'objectif était de ne faire que de l'activité tertiaire. On a un porteur d'un beau projet qui nous fait savoir qu'il aurait besoin d'y introduire quelques logements par souci d'équilibre de l'opération. Eh bien, on fait évoluer nos règles pour le permettre, parce que c'est à ce prix-là que l'opération peut se faire. Alors Julien Paula, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a fait ses preuves, on peut donner quelques coups d'épaule, bousculer un peu la tradition. J'étais avec vous quand vous avez présenté vos vœux. Vous annoncez l'hôpital, vous annoncez un parking souterrain. Enfin, des choses, ça bouge beaucoup. Donc c'est ça, il faut d'abord montrer, et puis après on pousse un peu la porte. Bah oui, mais les gens ont beaucoup plus confiance qu'on ne veut parfois bien le penser. La preuve, enfin, je veux dire, moi j'ai été élu, j'avais pas encore 30 ans, c'est bien la démonstration que les gens sont moins frileux que n'est le système lui-même, et que s'il faut prendre des risques pour essayer d'avoir du changement, les gens sont globalement prêts à encourager ce risque. Donc il faut oser. Il faut y aller. Bon, on n'est pas prisonnier du passé. Un cadre réglementaire, eh bien, ça peut se changer. Et puis le politique, il est là aussi pour être en capacité de prendre des impulsions, de décider, pas simplement pour lire la réglementation et puis suivre des préconisations techniques. Il faut y croire, il faut un cap, il faut s'y mettre, puis il faut confiance dans les gens qui nous entourent. Moi, je dis, un acteur politique qui veut faire de l'économie contre les chefs d'entreprise, ben, ça ne peut pas arriver. Quelqu'un qui veut développer une politique sportive dynamique sans écouter ses associations et sans les accompagner dans leurs projets, sans être capable de réviser la manière dont ils voient les choses par rapport aux besoins qu'eux expriment. Voilà, nous on est des catalyseurs du potentiel d'un territoire. Mais le potentiel, à la base, c'est pas le politique qui le fait. Qu'est-ce que c'est qu'un élu de nouvelle génération tel que vous l'êtes, tel que vous l'incarnez, tel que vous le défendez? Écoutez, ce serait prétentieux de ma part de vouloir y répondre moi-même, mais je vous dis, c'est de la présence, c'est de l'écoute, c'est de l'engagement, puis c'est du travail. Parce que voilà, la devise de la ville de Voiron, je crois que vous aviez l'intention d'en parler, c'est en latin vis mea in labore, ma force est dans le travail. Eh bien, je pense que le travail, c'est quand même la valeur clé qui permettra au pays de sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ces préceptes en œuvre à l'échelle très locale. Qu'est-ce qui fait, on ne va pas s'appesantir là-dessus, mais c'est vrai qu'un certain nombre de journalistes qui étaient là se sont posés aussi la question, que Julien Paula, qui a 32 ans, réunit 1800 personnes au Grand Angle. Vous faites un discours de 29 minutes et il y a 1750 personnes qui se lèvent pour vous applaudir. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, la mayonnaise prend? Je vous dis, c'est la logique du collectif. Enfin, moi, j'essaie d'être à l'écoute du territoire. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions en main. Les atouts dont dispose Voiron, dont dispose le Pays voironnais aujourd'hui, c'est pas moi qui les ai façonnés. Et je vous dis, on a beau jeu d'avoir le rôle qu'on a aujourd'hui dans cet environnement plutôt qu'un autre. Donc, encore une fois, c'est une question d'écoute, c'est une question de partenariat. Moi, quand je me suis présenté au suffrage des électeurs, j'ai commencé par aller rassembler tous les gens que j'identifiais comme des représentants de leur secteur d'activité, milieu professionnel, enfin tous ceux qui, à un moment donné, façonnent la ville du quotidien, des commerçants, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des acteurs des domaines des solidarités. Et puis on discute, et puis on essaie le moins possible d'être idéologue, parce que l'idéologie, ça implique qu'aujourd'hui on n'a plus le luxe de se payer. Donc le mot-clé, c'est autant que possible le pragmatisme. Alors, on est à une époque où on entend beaucoup d'élus dire toutes les difficultés que crée le désengagement de l'État, ce que vous appelez, vous, la baisse de la DGF, c'est-à-dire un vrai problème budgétaire. Vous, on a l'impression que ça vous glisse dessus, que ça se passe très bien, que ça fonctionne très bien, que ça ne vous empêche pas d'avancer, à tout le moins. C'est qu'une impression, parce qu'on en souffre quand même, comme tout le monde, les choses ne sont pas simples. On est obligé, avec les difficultés qu'on a, à réformer des collectivités, parce que quand le premier poste budgétaire que vous avez dans vos comptes, c'est la masse salariale, et que la masse salariale est constituée par des fonctionnaires dont le statut ne permet pas de se séparer, avec un glissement vieillesse-technicité qui fait que sans recruter personne, votre masse salariale, elle croît mécaniquement d'1,5% par an, les marges de manœuvre sont faibles, et on est confronté à ça comme tous les autres. Après, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que je pense que ces réalités-là, chacun est en capacité de le comprendre. Les arbitrages que tous nos administrés font, chacun dans leur vie quotidienne, dans leur propre budget, eh bien, ils ne peuvent que comprendre qu'on le fasse quand on gère leur argent, qui est l'argent public. Donc voilà, on s'efforce de faire preuve de transparence, de pédagogie, d'exposer les choses en toute transparence et de justifier nos choix, y compris quand ils sont parfois douloureux. François Bazès, Pierre Streff parlaient de la nécessité du dialogue, de la concertation, de l'écoute mutuelle. C'est aussi ça la méthode Paula, si on peut l'appeler comme ça?
Oui, après, j'en ai pas le monopole non plus. Il est permanent, le dialogue. Oui, parce qu'il est nécessaire. Alors après, ça ne veut pas dire non plus que la concertation, elle doit masquer la capacité à décider, parce que la concertation, le dialogue, c'est important, et puis à un moment donné, il faut quand même arbitrer pour lancer les projets. Parce qu'on peut, si on envisage dès le départ de vouloir faire l'unanimité systématique, c'est voué à l'échec. Et on peut, pendant 6 ans, discuter, échanger, concerter, pour au final justifier qu'on ne fasse rien. Ce n'est pas non plus l'idée. On va terminer cette première partie de l'interview consacrée à votre mandat de maire. Simplement une question. Vous jugerez avoir réussi votre mandat, votre premier mandat de maire de Voiron, sur quoi? Qu'est-ce qui sera l'emblème de cette réussite, le marqueur de cette réussite? Ce sera de tout simplement satisfaire les objectifs que je me suis fixés au début du mandat et de remplir les engagements que j'ai pris. Ils étaient très clairement affichés dans le projet que j'ai défendu. Moi, si j'ai rempli cette feuille de route à la fin du mandat, ce sera satisfaisant. J'ai un projet d'hôpital à faire sortir. On a 2 nouveaux quartiers à développer, le quartier Diversité, le quartier Rossignol. On va améliorer la sécurité par la vidéoprotection, le renforcement des effectifs. On veut une ville qui soit plus propre. On veut créer des places de stationnement. On veut accueillir des entreprises. Et quand on fera la liste des entreprises qui sont installées, ça fera... On va regarder ensemble un petit sujet que vous avez souhaité faire réaliser, qui est fondé sur ce qu'est c'est la devise de Voiron. Ma force est dans le travail. On va regarder ce film qui démontre bien l'état d'esprit que vous êtes en train d'insuffler à cette commune, et on parlera ensuite avec le conseiller départemental. On regarde ce film, Ma force est dans le travail.
En 2015, Julien Paulat, je le disais, vous avez été élu conseiller départemental, vous êtes devenu le vice-président en charge du plan de relance. J'ai eu la chance de réaliser la première interview de Jean-Pierre Barbier le jour de son investiture dans le cadre de l'Assemblée générale du BTP, qui à l'époque était présidé par Pierre Streff. Il a pris un engagement tout de suite qui était de mettre en œuvre un plan de relance. Il vous en a chargé. Ça a marqué clairement aussi un changement de génération et un changement de méthode. Il a été extrêmement précis et concret, ce plan de relance. Il y avait de l'argent mis sur la table, un abondement immédiat pour les subventions qui étaient allouées aux mairies pour faire repartir le BTP, pour repartir l'investissement. C'était ça l'idée. Oui, le plan de relance, c'est 100 millions d'euros qui sont contractés par un emprunt dont les annuités sont remboursées par des économies dans les charges de fonctionnement à hauteur de 8 millions d'euros par an. Donc ces 100 millions d'euros, ils partaient de deux principes. C'est que engager 100 millions d'euros dans des travaux publics, c'est d'une part moderniser le territoire, nos infrastructures pour renforcer l'attractivité, et puis c'est remplir le carnet de commandes des entreprises à un moment où elles en ont cruellement besoin. Sur ces 100 millions, c'est 25 millions d'euros que le département apporte pour venir abonder les projets qui sont portés par les communes ou les intercommunalités pour les aider à boucler le financement, et 75 millions d'euros qui sont engagés dans les travaux qu'il conduit lui-même sur son patrimoine. Donc à la fois les voiries, mais aussi du bâti, dans les collèges, du bâtiment culturel, etc. Alors, au-delà de l'argent, au-delà des moyens, il y a aussi la méthode qui a changé. Avant de vous interroger ce soir, j'ai posé la question à des élus, à des maires, la manière dont ça fonctionnait avec le conseil départemental. Maintenant, ils m'ont dit, c'est réactif, c'est hyper réactif. On pose une question, on a une réponse, ça va vite, on sait très vite où on est. C'est ça aussi, cette réactivité ? C'est de la souplesse, la réactivité. Je vous disais tout à l'heure que c'était notre credo. Et puis au-delà de ça, quelque chose qui est aussi important, c'est la transparence. Parce que je pense que les gens sont quand même assez rassasiés de discours. Il y a besoin de poser des actes. Et vous parliez tout à l'heure de la fédération du BTP. On a des rendez-vous très réguliers à l'occasion desquels je leur donne le listing des travaux qui ont été accomplis. Donc l'objectif, c'est que le plan de relance des 100 millions d'euros, ça soit très rapidement le plan des 1000 chantiers. Parce que ce qui compte, c'est bien ça. Rien qu'en ce qui concerne la première phase d'aide aux communes, ça a été 644 chantiers qui ont été organisés dans le courant de l'été, 8 millions d'euros que le département a abondé pour majorer sa participation dans le budget des communes, ce qui a généré un effet levier qui déclenchait 108 millions d'euros de travaux. Et puis ça va de chantiers d'envergure très modeste, 20 000 euros, jusqu'à des chantiers de plusieurs millions, à la fois dans du bâti, dans de la voirie, parce que l'objectif c'est aussi de faire travailler tous les corps de métier sur l'ensemble du territoire départemental, parce que pour que ça concerne tout le monde. On le disait ce soir avec nos invités, il y a une grande part de la résolution du problème qui passe par la volonté. Là encore, cette manière de faire, c'est insuffler une volonté, insuffler une dynamique. C'était une mesure qui était attendue par le monde économique et les entreprises du BTP en particulier à ce moment-là. Moi, je voudrais que vous me disiez très concrètement aujourd'hui les projets visibles que ça a permis de faire aboutir. Bien. Si je vous disais un projet très significatif d'envergure de plusieurs millions d'euros, ce ne serait pas compatible avec notre vision du plan de relance. La logique du plan de relance, c'est pas justement d'en faire quelque chose qui génère de l'effet d'annonce avec un projet phare. Des grands projets, le département en a, et on va en parler, hein, le projet qu'on poursuit d'aménagement de la 480, de réalisation du rondeau, des projets qui sont portés par le privé qu'on souhaite accompagner, comme le projet de Center Parks. Ça, c'est des projets très visibles. L'objectif du plan de relance, c'était de venir tout de suite en aide à l'ensemble du tissu du BTP, y compris des artisans modestes qui ont besoin d'avoir des carnets de commandes, et ça passe par des travaux qui ne sont pas forcément d'une envergure très importante, mais qui sont dilués sur tout le département. C'est parfois refaire le placo dans une salle de classe parce que c'était vieillissant, c'est intervenir sur la toiture d'un équipement sportif qui avait besoin d'être travaillé parce qu'il y avait des problèmes d'étanchéité, c'est intervenir sur les travaux de réhabilitation d'une église qui est un patrimoine culturel qui était en train de tomber en ruine ou en tout cas qui s'abîmait. Et c'est toute cette diversité qui est importante dans le plan de relance. Il faut qu'il soit dilué pour concerner tout le monde, et il faut justement qu'on évite de tomber dans le piège, d'avoir une opération phare très visible, mais qui finalement, dans l'impact économique qu'elle aura, va se limiter à un ou deux opérateurs, c'est pas le but. Alors, vous les avez évoqués, il y a des grands projets emblématiques qui étaient au ralenti, voire bloqués pour certains d'entre eux. Dans ses engagements, au début de son mandat, Jean-Pierre Barbier a été très clair sur 3 dossiers. Roibon,
la 480, on en parlait encore ce matin sur la mobilité, et puis la ligne grande vitesse. Je vais vous poser des questions fermées, très très simples. Roibon, il faut y croire encore ou c'est mort? Écoutez, si on n'y croit plus, quand on a envie que le projet voit le jour, si même les partisans n'y croient plus et ne se battent pas pour lui, il faut arrêter d'y croire tout de suite. Mais concrètement, on en est où sur ce dossier-là? on est toujours tributaire de décisions de justice qu'on attend pour des considérations liées à l'environnement. Mais bon, on a toutes les raisons de penser que ces décisions qu'on attend peuvent être positives parce qu'on est quand même face à des dossiers qui ont été travaillés très sérieusement. Si le projet avait complètement occulté ses considérations environnementales, disons on s'en fiche, c'est pas notre problème, on aurait toutes les raisons de douter. Mais c'est un projet qui, sur le plan environnemental, est exemplaire. Et donc il y a toutes les raisons de satisfaire aux exigences sur la matière. Et pour le reste, économiquement, tout est prêt. Le département va engager des travaux de voirie à hauteur de 2 millions d'euros, qui normalement sont des travaux de voirie qui ne sont nécessaires que si le Center Parcs se fait. On ne va pas attendre que la décision soit rendue pour déclencher les travaux, parce qu'on veut aussi y croire. Bon, c'est un peu la méthode Coué, mais il faut se battre pour, et c'est en agissant qu'on améliorera les chances que le projet se fasse. Ce matin, Jean-Pierre Barbier, au conseil départemental du Isère, a organisé les premiers rendez-vous de la mobilité. Il y avait là Christophe Ferrari, le préfet. On a parlé de mobilité, de multimodal. Alors, deux choses. La 480, tout le monde a l'air d'accord. L'argent est là, 300 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Si vous croyez que tout le monde est d'accord, il y a un truc qui vous a échappé. On a quand même quelques acteurs qui doutent du projet et qui viennent aujourd'hui compromettre le fait que le projet voit le jour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux grands projets qui se disputent, ou en tout cas qu'on évoque depuis des dizaines d'années pour résoudre le problème de l'engorgement des entrées de Grenoble, c'est la Rocade Nord et l'élargissement de la 480. La Rocade Nord, on a eu droit à un enterrement de première classe il y a maintenant quelques années. Je pense que de manière réaliste, ce n'est pas l'enjeu du moment. Par contre, l'élargissement de la 480, on a une fenêtre historique pour le faire aboutir. C'est que dans le cadre du plan de relance autoroutier qui a été mis en œuvre, le AREA, le concessionnaire autoroutier, met 300 millions d'euros sur la table pour prendre à lui seul la charge financière de l'ensemble de ces travaux d'aménagement de la 480. Il reste à faire, dans le même temps, l'aménagement d'échangeurs du Rondeau. C'est des travaux de 60 millions d'euros, où là aussi, AREA met 20 millions, c'est-à-dire un tiers du montant. L'État met un autre 20 millions et il reste aux collectivités à porter 20 millions. Donc la charge pour les collectivités, métropole et département essentiellement, c'est 20 millions d'euros pour un projet global de 360. Ça ne durera pas la vie des rats. Si on ne saisit pas cette fenêtre qui se présente aujourd'hui, ça risque de nous échapper, et s'il faut demain ou dans 5 ou 10 ans sortir cet argent, on ne le pourra pas. Donc il ne faut pas qu'on rate l'occasion. Bon, disons les choses, les écologistes sont contre, ont bien l'intention d'user des leviers dont ils disposent aujourd'hui pour que ça ne se fasse pas. Il faut que les réactions de ceux qui estiment que c'est nécessaire et indispensable se fassent entendre. Et là, honnêtement, la balle est dans le camp de la société civile, des acteurs économiques, qui doivent à un moment donné être en capacité de mettre une pression qui fait que bien les acteurs publics locaux qui sont sceptiques surmontent ce scepticisme pour satisfaire cette partie des électeurs qui doit être entendue aussi. Pardon. On a beaucoup parlé... On a beaucoup parlé ce soir d'attractivité. L'attractivité, un des leviers de l'attractivité, c'est l'accessibilité. Il y a ce fameux serpent de mer de la ligne grande vitesse. Alors, ma question, elle est assez simple là-dessus. On connaît la volonté du président Barbier. Il y a eu un changement de majorité récemment à la région. L'ASBA et le ferroviaire, c'est un peu. Ça va se débloquer, cette affaire-là? Écoutez, il va falloir y travailler parce que les choses sont mal engagées. La meilleure opportunité pour Grenoble et son agglomération d'avoir accès à la grande vitesse, c'est d'être bien positionné par rapport au projet de Lyon-Turin. Or, en l'état actuel des choses, on a manqué le coche au profit de la Savoie et de l'agglomération de Chambéry. Donc faire marche arrière là-dessus, ça ne va pas être facile, mais le ferroviaire, c'est effectivement la compétence de la région. On aura d'autant plus de chances d'y parvenir que toutes les collectivités pourront pousser dans le même sens. C'est comme dans une mêlée de rugby. Et le fait que la région ait aujourd'hui manifesté la volonté, au travers de sa nouvelle majorité que préside Laurent Wauquiez, d'encourager ces projets, c'est un atout. On parlait de réactivité, d'imagination, de capacité à réagir vite de la part du conseil départemental. Il y a un bel exemple. On va regarder un film. C'est ce qui s'est passé au Chambon et la créativité dont a fait preuve le conseil départemental pour mettre en œuvre la route de secours et pour réouvrir cette route. On regarde ce film et ensuite on va continuer cette conversation et la conclure avec vous, Julien Paula. Au printemps 2014, le tunnel du Chambon, reliant le département de l'Isère à celui des Hautes-Alpes, est dangereusement menacé par un glissement de terrain qui nécessite une procédure d'urgence et la fermeture de la route.
suite à la fermeture de la route départementale 1091, nous avons subi un effondrement du grand tunnel du Chambon et nous avons fait le pari avec le conseil départemental de réouvrir un itinéraire de secours avant l'hiver 2015-2016. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour, j'allais dire, réceptionner le dernier tir de mine pour l'ouverture de cette route. Nous avions pris l'engagement d'ouvrir cette route avant l'hiver et pour cela, les moyens en termes techniques, en termes humains, ont été au rendez-vous et mis en place dès le mois de juillet et nous avons eu des périodes de pointe avec plus de 50 compagnons sur le chantier qui ont œuvré 6 jours sur 7. Un budget final de plus de 6 millions d'euros pour la mise en service de cette route de secours longue de 5300 mètres. Le département s'est également mobilisé en urgence pour apporter une aide aux entreprises impactées, ainsi que la mise en service de navettes fluviales pour les populations locales. Au-delà de tout ce que nous avons fait pendant ces 5 mois, le département, bien sûr, a recherché une solution pérenne. Cette solution pérenne, nous l'avons validée avec les services de l'État, avec les experts géologues de l'État. Ce sera une dérivation du tunnel existant, ce qui nous permettra de nous enfoncer plus profondément dans la roche, de trouver un terrain stable. Ça nous permettra également de régler le problème du petit tunnel du Chambon, qui se trouve côté Hautes-Alpes après le grand tunnel et qui lui aussi présente un point de fragilité. Ce tunnel fera 500 mètres de long en se rajoutant au précédent. Il permettra le passage d'une circulation identique à ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de gabarit et en termes de nombre de véhicules jour. Et c'est une solution qui avoisinera les 30 millions d'euros. Nous espérons pouvoir commencer les travaux premier trimestre 2016 pour livrer un ouvrage à peu près fini, mais en tout cas exploitable, avant la saison d'hiver 2016-2017. En attendant cette prochaine échéance, la route de secours est ouverte depuis le 24 novembre. Le département a tenu son engagement au service des usagers. La vie sur la route, eh bien, pour moi, c'est la première fois que je la prends. Je viens des Hautes-Alpes, du Monétier. Eh bien, vallée de la Guisane, et c'est vrai que ça nous change la vie. On a trouvé qu'elle était très bien signalée. On peut se garer sur les petits côtés pour pouvoir se croiser. Elle est vraiment très propre au niveau de la chaussée. Elle était salée, c'était parfait pour rouler, impeccable. La route est absolument magnifique, c'est un grand plaisir de l'utiliser. C'est un travail extraordinaire qui a été fait. Et il n'y a pas de monde, on peut faire des photos comme on n'a jamais fait, c'est un régal. Alors Julien Paulard, on va terminer cette conversation en parlant de deux partenaires importants pour l'élu que vous êtes avec vos deux casquettes. Le voisin grenoblois et la métropole, on l'a vu ce matin avec le conseil départemental, il y a quand même des dossiers sur lesquels il y a un accord, une volonté commune, ce qui est quand même suffisamment important pour qu'on le souligne ce soir. Je vais vous poser une question. De ce que vous avez entendu, de ce que vous savez, c'est votre voisin Grenoble et la ville voisine. Quel regard porte l'élu que vous êtes, le maire que vous êtes, sur la politique qui est conduite aujourd'hui à Grenoble par Éric Piolle et par l'équipe municipale d'Éric Piolle? D'abord, c'est une situation qui me préoccupe beaucoup parce que malheureusement, j'ai envie de dire, de mon point de vue de maire de Voiron, ça ne concerne pas que Grenoble, dans la mesure où si ce territoire doit subir une perte d'attractivité durable, ça entraîne vers le fond l'ensemble du sud du département. Et j'ai bien conscience qu'au regard d'investisseurs nationaux, voire internationaux, s'ils font une croix sur Grenoble parce qu'ils estiment qu'il y a des problèmes insurmontables pour y investir, mon territoire fait l'objet de la même croix. Et donc c'est quelque chose qui est essentiel. On ne peut pas se permettre de se faire la guerre entre territoires voisins parce qu'il faut aujourd'hui, au vu de l'urgence de la situation, que tout le monde pousse dans la même direction. Ceci étant, vous aurez bien compris que mon jugement personnel, il est quand même pour le moins critique. Moi, j'installe une vingtaine de caméras de vidéoprotection nouvelles dans Voiron qui n'existaient pas. Le maire de Grenoble parle de les démanteler. On a créé 150 places de stationnement depuis le début du mandat, là où l'obsession semblait de faire fuir l'automobiliste à Grenoble. On investit dans des machines nouvelles pour nettoyer la ville. On nettoie les tags. On a fait un plan de murs propres pour que les tags qui ornent les façades disparaissent. On est presque dans le contre-pied sur tous les points. Alors, on est...
On est pressé par le temps, Julien Paula. J'ai quand même vous poser deux questions qui me semblent importantes. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice quand même à faire le procès de la nouvelle municipalité sur un certain nombre de sujets en 2 ans, qui est quand même relativement court. Il y a quand même le précédent, les 19 ans précédents, où il y a un certain nombre de directions qui avaient été données. Donc est-ce qu'il n'y a pas, à tout le moins, un partage des responsabilités ? Oui, il y a des faiblesses structurelles aujourd'hui qui pénalisent Grenoble et la métropole parce qu'il y a eu des rendez-vous manqués dans un passé récent. On sait bien qu'on parlait des grandes opérations routières qui n'ont pas été faites, des difficultés liées à la liaison grande vitesse ferroviaire. Ça, c'est pas la responsabilité d'Éric Piolle, c'est clair. En même temps, il a aujourd'hui la charge quand même d'aller envoyer des signaux qui sont des signaux d'encouragement pour l'avenir. Et les exemples qui étaient évoqués tout à l'heure, bon, moi je vis pas à Grenoble, hein, donc je ne vais pas porter un jugement personnel sur ça, mais j'écoute ceux qui sont directement concernés, qui se sont exprimés tout à l'heure. Il y a toutes les raisons d'être alarmiste, et ça, c'est bien la responsabilité qui est la sienne. Je m'adresse, pour finir, à l'élu de nouvelle génération que vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même peut-être dans l'administration municipale une nécessité aujourd'hui de changer le logiciel, de changer le point de vue, de prendre en compte quand même les données environnementales, les données de développement durable, et puis de changer la méthode. Je n'ai pas de jugement sur le fond, pas plus que vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut quand même évoluer dans la manière de faire et que ce qui se passe là va aussi dans le sens d'une évolution ? L'intelligence, elle passe par la capacité à reconnaître ses erreurs et à réorienter le cap. Moi, je vais vous dire très concrètement, on avait pris une décision en début de mandat à Voiron, on cherchait des moyens pour faire des économies, on s'était aperçu que l'éclairage public la nuit, ça coûte cher. On s'est dit, on va essayer d'éteindre à partir de 23h toute une partie des quartiers de Voiron parce qu'on fera 30 000 € d'économie d'électricité à la fin de l'année, ça vaut le coup d'essayer. Quand on s'est aperçu ce que c'était que d'avoir certains quartiers totalement dans la pénombre, on s'est aperçu que c'était la cata, on a rallumé au bout de 15 jours, et puis on s'est dit, on a essayé, c'est pas concluant, on va s'y prendre autrement. Il faut, je veux dire, les responsabilités telles que celles que le maire de Grenoble a sur les épaules, c'est pas rien. Dans le contexte actuel, c'est encore plus compliqué sans doute que par le passé. Donc, qu'il faille avoir de l'indulgence, c'est certain, mais vous savez ce qu'on dit, hein, errare humanum est, perseverare diabolicum. Je vous remercie beaucoup. On va terminer sur ces mots. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than slow going free. Life was